C'est par la reconnaissance d'un événement historique que après on peut construire du commun, on peut construire du collectif. Et la loi Taubira le permet. Il est juste d'énoncer que c'est dans nos idéaux de justice, de fraternité, de solidarité, que nous puisons la raison de dire que le crime doit être qualifié et inscrit dans la loi. C'était important que la République aille jusqu'au bout de ce qu'était finalement la traite, l'esclavage et l'après-abolition. Quand il y a des blessures, on recourt. Après, il y a néanmoins toujours une trace. Nous sommes là pour dire que la traite et l'esclavage furent et sont un crime contre l'humanité. Le 10 mai 2001, la France devenait le premier pays au monde à reconnaître que la traite négrière et l'esclavage sont un crime contre l'humanité. Elle a permis de réinscrire un certain nombre de citoyens dans le récit national. Une reconnaissance inscrite dans la loi. Une loi portée par une femme, une députée, Christiane Taubira. La loi, elle crée la possibilité de cesser d'échapper au passé. Le passé court dans les veines du présent, même si le présent le refuse ou l'ignore. Une loi pour mémoire. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de Madame Christiane Taubira Delanon et plusieurs de ses collègues tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. La parole est à Madame Christiane Taubira Delanon, rapporteure de la Commission des lois constitutionnelles. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues. Alors pour ce matin-là, je me souviens surtout de l'état de mon corps. C'est un corps extrêmement douloureux parce qu'il a été maltraité. Pendant 6 mois, j'ai très peu dormi, en moyenne 2 heures par nuit. Et le matin, au lieu de prendre mon vélo comme d'habitude, comme j'étais chargée de dossiers, j'ai décidé d'aller à l'Assemblée nationale en métro. Et j'ai dévalé un escalier. Donc je suis arrivée avec une cheville extrêmement douloureuse. Donc je me souviens de cet état d'esprit, je me souviens de cet état de mon corps. Et je me souviens surtout que j'avais tellement travaillé, tellement bataillé, tellement ferraillé, que je n'avais pas préparé d'intervention ce matin-là. Et c'est ainsi que je monte à la tribune. Ce rapport n'est pas une thèse d'histoire. Il n'aspire à aucune exhaustivité. Il ne vise à trancher aucune querelle de chiffres. Il reprend les seules données qui ne font plus litige. Je sais comment elle travaille. Elle prépare énormément. Mais ensuite, elle a tellement mémorisé son texte qu'elle n'a plus besoin de lire. Elle le proclame avec une force, une conviction, mais avec une partie parfois d'improvisation qui touche l'auditoire. Ce rapport n'est pas le script d'un film d'horreur portant l'inventaire des chaînes, des fers, carcans, entraves, menottes et fouets qui ont été conçus et perfectionnés pour déshumaniser. Ce sont des moments qui convoquent l'esprit, qui convoquent le doute aussi, qui convoquent le corps. C'est de toute façon, depuis le début, une histoire de corps. C'est l'histoire de corps qui sont capturés. C'est l'histoire de corps qui sont entravés, qui sont enchaînés, qui sont fouettés. Qui sont mutilés, qui sont décapités, qui sont enterrés vivants. C'est vraiment une histoire de corps tout le long. Et moi, je vais aussi le payer dans mon corps. Il n'est pas non plus un acte d'accusation parce que la culpabilité n'est pas héréditaire et parce que nos intentions ne sont pas de revanche. Il n'est pas une requête en repentance parce que nul n'aurait l'idée de demander un acte de contrition à la République laïque dont les valeurs fondatrices nourrissent le refus de l'injustice. Et donc ce jour-là, elle crée énormément d'émotions dans l'hémicycle, ça c'est clair. Et ceux qui étaient présents s'en souviennent encore. Pourtant, nous allons décrire le crime, l'œuvre d'oubli, le silence, et dire les raisons de donner nom et statut à cette abomination. Donc elle a fait progresser par son talent oratoire l'attention sur cette question, qui n'était pas... Parce que les propositions de loi, vous savez, souvent elles passent un peu comme ça de côté, elles ont peu d'écho dans l'opinion, mais là, si.
il s'est passé quelque chose. Nous sommes là pour dire que la traite et l'esclavage furent et sont un crime contre l'humanité, et que les textes juridiques ou ecclésiastiques qui les ont autorisés, organisés, percutent la morale universelle. Qu'il est juste d'énoncer que c'est dans nos idéaux de justice, de fraternité, de solidarité, que nous puisons la raison de dire que le crime doit être qualifié et inscrit dans la loi, parce que la loi seule dira la parole solennelle au nom du peuple français. Crime contre l'humanité. Les mots résonnent fort. L'expression désigne les actes les plus graves jamais commis contre des civils, de façon systématique, organisée. Des crimes que rien ne peut justifier, imprescriptibles. C'est une qualification juridique importante, très puissante dans la hiérarchie des normes, mais elle est finalement à la hauteur des enjeux, à la hauteur de ce qu'a été l'esclavage, cette partie de l'histoire, et qui consiste à dire que finalement la nation est plus forte, elle est la plus forte, à chaque fois qu'elle est en capacité de regarder son histoire, y compris dans sa phase la plus douloureuse. Attention! Tribunal! The tribunal was invested with power to try and punish first committed crimes against peace, war crimes and crimes against humanity. Crime contre l'humanité. C'est le tribunal de Nuremberg qui l'a officiellement défini en 1945 pour qualifier et juger les crimes nazis et la destruction des Juifs d'Europe. Mais déjà, on parlait de crimes contre l'humanité en 1915 pour désigner le génocide arménien. Et bien avant encore, à la Convention. Le 4 février 1794, la France révolutionnaire abolissait une première fois l'esclavage dans ses colonies. Et un député, Thuriot, proche de Danton, inventait pour désigner ce crime, le pire d'entre tous, un nouveau terme. Crime de lèse-humanité. 2 siècles plus tard, de la tribune de l'Assemblée nationale, Christiane Taubira lui répondait. La France apparaît comme la 3e puissance négrière européenne. Elle a donc pratiqué la traite, ce commerce, ce négoce, ce trafic dont les seuls mobiles sont l'or, l'argent, les épices. Elle a été impliquée, après d'autres, avec d'autres, dans l'esclavage qui transforme l'homme en captif, qui en fait une bête de somme, qui en fait la propriété d'un autre. Après le Portugal et l'Angleterre, la France a bien été la 3e puissance européenne impliquée dans la traite négrière et l'esclavage dès le début du XVIIe siècle. Sur les 13 millions de victimes de la traite transatlantique, plus d'1 300 000 ont été déportés des côtes de l'Afrique vers les plantations sucrières des colonies françaises. Louisiane, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Domingue, Maurice, La Réunion. Captifs, déshumanisés. Le Code noir, qui a séjourné dans le droit français pendant près de 2 siècles, stipule que l'esclave est un meuble. Le Code noir. Il a été promulgué en 1685 par Louis XIV et son ministre Jean-Baptiste Colbert, afin d'encourager la production de sucre dans les colonies françaises. Dans les moindres détails, il légiférait les conditions de travail, de vie et de mort des esclavisés. Une horreur qui malheureusement a séjourné dans la législation française pendant plus d'1 siècle et qui donnait un droit de vie et de mort au maître, puisque si l'esclave qui, obéissant à ses pulsions naturelles de vie et de liberté, quittait la plantation, à la première reprise, il avait l'oreille coupée et l'épaule marquée au fer rouge. À la 2e reprise, il avait le jarret coupé, c'est le vocabulaire du Code noir. Et à la 3e reprise, il pouvait être mis à mort. Les femmes et les enfants avaient le même régime. Soit la loi se hisse à la hauteur des faits,
soit il n'est pas nécessaire d'avoir de loi.